Sophie avait choisi le 1er avril pour avouer ses sentiments à Émilie, sa colocataire présentatrice de journal télévisé, pensant que le jour des farces rendrait le rejet plus supportable. Mais au lieu d'un rire moqueur, Émilie l'avait regardé droit dans les yeux et l'avait embrassé avec une passion inattendue, transformant une blague en réalité brûlante. Ce baiser, doux et intense, avait tout changé en un instant, laissant Sophie étourdie sur le balcon de leur appartement parisien, le cœur battant comme si le monde venait de basculer. Dès ce soir-là, l'atmosphère dans leurs petites deux pièces du quartier latin s'était chargée d'une électricité nouvelle. Émilie, avec son emploi du temps chargé à France Télévisions, rentrait souvent tard, les traits tirés par les heures passées sous les projecteurs. Elle était la star montante du journal de 20 heures, connue pour son charisme et son analyse pointue des actualités politiques. Sophie, elle, terminait ses études en arts plastiques à la Sorbonne, passant ses journées à peindre dans leur salon encombré de toiles et de pinceaux. Leur cohabitation avait commencé par une annonce sur Le Bon Coin. 2 ans plus tôt, quand Sophie cherchait un logement abordable et Émilie une colocataire discrète pour partager les frais. Au fil des mois, des dîners improvisés et des confidences tardives, une amitié profonde s'était tissée, masquant les sentiments grandissants de Sophie. Mais ce baiser avait brisé le voile. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec un mélange d'euphorie et d'angoisse. Émilie était déjà partie pour le studio, laissant un mot sur la table de la cuisine. Hier n'était pas une blague pour moi non plus. On en parle ce soir ? Sophie relut ces mots plusieurs fois, le cœur serré. Était-ce possible ? Émilie, si parfaite, si hétéro en apparence, avec ses ex-petits amis mentionnés en passant, pouvait-elle vraiment ressentir la même chose ? Sophie passa la journée à errer dans les rues de Paris, du jardin des plantes à la Seine, repensant à chaque regard échangé, chaque toucher innocent qui prenait maintenant un sens nouveau. Le soir venu, Émilie rentra plus tôt que d'habitude, un bouquet de tulipes à la main, des fleurs printanières achetées au marché de la rue Mouffetard. Elles s'assirent sur le canapé usé, face à face. Et Émilie parla la première. Sophie. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai toujours cru que j'aimais les hommes. Mais avec toi, c'est différent. Tu me fais sentir vivante, comprise. Mais je t'en prie, soyons prudentes. Mon travail, ma famille. Tout ça complique les choses. Sophie hocha la tête, touchée par la vulnérabilité d'Émilie. Elles parlèrent des heures, de leur peur, de leurs désirs refoulés. Émilie avoua avoir remarqué l'attirance de Sophie depuis des mois, mais avoir lutté contre ses propres sentiments par peur du scandale. Dans une société française encore imprégnée de normes hétérosexuelles, surtout dans les médias, une relation lesbienne pouvait ruiner une carrière. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elles commencèrent à explorer leur relation en secret. Des dîners intimes à la maison. Des promenades main dans la main dans des quartiers anonymes comme Belleville. Loin des caméras. Sophie se sentait enfin complète. Mais une ombre planait, la famille d'Émilie. Originaire d'une petite ville conservatrice en Bretagne, ses parents étaient catholiques pratiquants, fiers de la réussite de leur fille unique. Émilie leur téléphonait chaque dimanche, inventant des anecdotes sur sa vie normale. Ils ne comprendraient pas, murmurait-elle à Sophie après ses appels, les yeux embués. Sophie.
Issue d'une famille plus libérale à Lyon, encourageait Émilie à être authentique, mais respectait son rythme. Pourtant, les premiers signes de tension apparurent rapidement. Un soir, après une émission particulièrement stressante sur les élections européennes, Émilie rentra agitée. Mon producteur m'a demandé si j'avais un copain. Il dit que ça humanise l'image des présentatrices. Sophie sentit une pointe de jalousie. Et tu as dit quoi? Émilie haussa les épaules. Que j'étais célibataire. Que veux-tu que je dise? Que je suis avec une femme? La conversation dégénéra en dispute. La première. Sophie accusa Émilie de la cacher comme une honte, tandis qu'Émilie plaidait pour la patience, arguant que son coming out pouvait tout détruire, sa crédibilité, son emploi. Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais la graine du doute était semée. Au fil des semaines, leur relation s'approfondit. Mais les pressions extérieures montaient. Sophie, inspirée par leur amour, commença une série de peintures abstraites représentant des femmes enlacées, des toiles vibrantes de couleurs chaudes. Elle les exposa dans une petite galerie du Marais, invitant Émilie en secret. Celle-ci vint, masquée par une casquette et des lunettes, mais son enthousiasme était palpable. C'est nous. Ça, chuchota-t-elle en admirant une œuvre. Pourtant, quand un ami de Sophie, un artiste gay nommé Lucas, reconnut Émilie et fit une remarque taquine sur leur couple mignon, Émilie paniqua et partit précipitamment. Ce soir-là, à l'appartement, elle explosa, tu ne comprends pas les enjeux. Si ça sort, je perds tout. Sophie, blessée, répliqua, et moi? Je perds quoi? Ma dignité à être ton secret? La dispute marqua un tournant. Émilie promit de réfléchir à un coming out progressif. Peut-être en commençant par des amis proches. Mais au fond d'elle, la peur la rongeait. Sophie, de son côté, luttait contre son propre sentiment d'inadéquation. Était-elle assez bien pour Émilie? Ses origines modestes? Son mode de vie bohème contrastait avec le glamour médiatique d'Émilie. Un jour, en fouillant dans le tiroir d'Émilie pour un chargeur, Sophie trouva une lettre de sa mère, pleine de questions sur un potentiel mariage, pressant Émilie de trouver un bon parti. Cela raviva ses insécurités. Malgré tout, leur amour persistait. Fait de moments volés, un week-end à Deauville, où elle se promenait sur la plage, main dans la main, loin des regards parisiens. Là, pour la première fois, Émilie murmura « Je t'aime » sous un ciel étoilé. Sophie répondit en l'embrassant, sentant que peut-être, elle pouvait surmonter les obstacles. Mais le retour à Paris ramena la réalité. Émilie reçut une promotion, co-présentatrice d'une émission politique hebdomadaire. « C'est énorme pour ma carrière ?» dit-elle excitée. Sophie sourit. Mais intérieurement, elle se demanda si cela signifiait plus de secrets, plus de distance. Les mois passèrent, et la relation entre Sophie et Émilie s'enracina dans une routine fragile, ponctuée de joies intimes et de tensions croissantes. Émilie excellait dans son nouveau rôle, son visage apparaissant sur les affiches publicitaires de la chaîne, la présentant comme la voix de la France moderne. Sophie, diplômée de la Sorbonne, trouva un emploi dans une galerie d'art du 6e arrondissement,
où elle organisait des expositions. Leur appartement devint un havre, mais aussi un champ de mine émotionnel. Chaque appel de la famille d'Emily était un rappel douloureux de leurs secrets. Un soir d'été, lors d'une fête chez Lucas, Sophie commit une erreur. Sous l'effet du vin et de la frustration accumulée, elle confia à son amie leur relation. Emily et moi. On est ensemble. Mais elle flippe à mort. Lucas, loyal mais bavard, promit le silence. Pourtant, quelques jours plus tard, une rumeur circula dans les cercles artistiques, la présentatrice vedette sortait avec une femme. Emily l'apprit par un collègue taquin au studio. Furieuse, elle confronta Sophie. « Comment as-tu pu ? Tu sais ce que ça me coûte. » Sophie, en larmes, s'excusa, expliquant sa solitude dans ce secret. « Je me sens comme une maîtresse illégitime. » Emily, blessée par la trahison, partit passer la nuit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses regrets. Cette première trahison creusa un fossé. Emily revint le lendemain, mais leur relation changea. Elle devint plus distante, prétextant le travail pour éviter les confrontations. Sophie, rongée par la culpabilité, multiplia les efforts pour se faire pardonner, des dîners préparés, des notes d'amour. Petit à petit, elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Emily commença à mentir plus souvent, non seulement à sa famille, mais aussi à Sophie sur ses soirées professionnelles. Un soir, Sophie découvrit un message sur le téléphone d'Emily, un collègue masculin, Julien, l'invitant à un dîner pour discuter carrière. Jalouse, Sophie l'interrogea. Emily balaya l'accusation, c'est juste du networking. Tu deviens parano. La pression familiale s'intensifia. Les parents d'Emily annoncèrent leur visite à Paris pour son anniversaire. Paniquée, Emily demanda à Sophie de partir pour le week-end, prétextant une amie en visite. Sophie refusa net, « Je ne suis pas un meuble qu'on déplace. » La dispute fut violente. Emily, les larmes aux yeux, avoua sa terreur, « Ma mère est homophobe. » Elle cite la Bible à tout bout de champ. Si elle sait, elle me reniera. Sophie, compatissante mais ferme, proposa, « Dis-leur. Je serai là pour te soutenir. » Emily hésita, mais accepta finalement que Sophie reste, présentée comme la colocataire. Le week-end fut un calvaire. Les parents d'Emily, Monsieur et Madame Leclerc, arrivèrent chargés de cadeaux bretons. Madame Leclerc, une femme pieuse aux cheveux grisonnants, scruta l'appartement avec suspicion. Emily, tu vis toujours avec Seth. Sophie, n'est-il pas temps de trouver un appartement seul? Ou avec un fiancé? Emily rit nerveusement, évitant le regard de Sophie. Durant le dîner au restaurant, Monsieur Leclerc vanta les mérites d'un neveu célibataire. Sophie bouillonnait intérieurement, se sentant invisible. Le soir, seule avec Emily, elle explosa, « C'est humiliant. Tu les laisses me traiter comme une intruse. » Emily, épuisée, répliqua, « C'est ma famille. Je ne peux pas tout briser pour nous. » Cette visite marqua le début d'une spirale descendante. Sophie commença à douter de l'avenir de leur relation. Elle confia ses tourments à Lucas,
qui conseilla, force-la à choisir. L'amour vrai ne se cache pas. Émilie, de son côté, luttait avec sa conscience. Au travail, les rumeurs persistaient. Et son producteur l'a mis en garde, Émilie. Ta vie privée doit rester privée. Les téléspectateurs veulent une présentatrice relatable. Pas controversée. Elle se sentait piégée entre son amour pour Sophie et sa peur de perdre sa carrière. Forgée à force de sacrifices. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Sophie invita Émilie à y assister incognito. Émilie refusa, trop risqué. Imagine si on me voit. Blessée. Sophie y alla seule et rencontra une ancienne camarade de fac. Camille. Une activiste lesbienne assumée. Elles discutèrent tard dans un café. Et Camille offrit à Sophie une écoute attentive. Tu mérites quelqu'un qui t'assume pleinement. Sophie rentra troublée, sentant une attirance naissante pour cette femme directe et courageuse. La jalousie s'inversa quand Émilie apprit pour Camille. Tu flirtes avec elle pour me punir, accusa-t-elle. Sophie nia, mais admit sa frustration. Leur relation devint un champ de bataille de reproches. Pourtant, dans les moments de calme, leur amour ressurgissait, intense et pur. Un soir, après une réconciliation passionnée, Émilie promit, je vais leur dire. Bientôt. Sophie voulait y croire, mais le doute persistait. La crise culmina lors d'une soirée de gala médiatique. Émilie y alla avec Julien comme accompagnateur. Pour les apparences. Sophie, restée à la maison, rumina sa colère. Quand Émilie rentra tard, parfumée d'un après-rasage masculin, Sophie l'accusa d'infidélité. C'est ridicule. C'était juste une danse polie. Se défendit Émilie. Mais Sophie, blessée, lança, peut-être que tu préfères les hommes. Après tout, ça simplifierait ta vie. Émilie, piquée au vif, claqua la porte et partit chez Julien pour la nuit. Ce fut la première vraie séparation. Le lendemain, Émilie revint, repentante. Rien ne s'est passé. Je t'aime. Sophie. Elles se réconcilièrent. Mais le mal était fait. Sophie commença à envisager une vie sans Émilie. Contactant Camille pour des conseils. Émilie, sentant la distance, plongea plus dans son travail, ignorant les appels de sa mère qui pressait pour un retour en Bretagne. L'automne apporta un froid non seulement dans les rues de Paris, mais aussi dans le cœur de Sophie et Émilie. Leur relation, autrefois un feu ardent, n'était plus qu'un brasier vacillant, menacé par les vents des secrets et des trahisons. Émilie, promue à un poste plus visible, passait des nuits entières au studio, couvrant les scandales politiques et les mouvements sociaux. Sophie, de son côté, s'impliquait davantage dans la communauté artistique LGBT, organisant des ateliers sur l'identité queer. Leur appartement, jadis un cocon, devint un lieu de silence tendu. Un incident majeur accéléra la dérive. Lors d'une interview en direct, un invité conservateur, un député du Rassemblement national, fit une remarque homophobe sur le mariage pour tous. Émilie, professionnelle, le contredit poliment, mais intérieurement, elle bouillonnait.
Rentrée chez elle. Elle confia à Sophie, « J'aurais voulu hurler que je suis concernée personnellement. » Sophie vit une ouverture, alors fais-le. Viens avec moi à la prochaine Pride. Émilie hésita. Puis accepta. À condition de rester anonyme. Mais le destin en décida autrement. À la manifestation, un photographe de presse repéra Émilie malgré son déguisement sommaire. Le lendemain, une photo floue mais identifiable parut dans un tabloïd, la présentatrice star à la Pride, coming out discret. Le scandale explosa. Le producteur d'Émilie la convoqua, « Explique-toi. Ça nuit à ton image neutre. » Émilie. Paniquée. Ni à tout, j'y étais pour couvrir l'événement. Pas personnellement. Le mensonge la rongeait. Mais sauva temporairement sa carrière. Sophie, apprenant le déni, fut dévastée. « Tu m'as renié publiquement » cria-t-elle. Émilie, en larmes, expliqua, « C'était pour nous protéger. Si je perds mon job, comment on vit ?» La dispute dégénéra. Sophie accusant Émilie de lâcheté morale. « Tu sacrifies notre amour pour ton ambition. » Émilie rétorqua, « Et toi ? Tu me pushes sans penser aux conséquences. » Sophie partit en claquant la porte, trouvant refuge chez Camille. Chez Camille. Dans un appartement cosy du 11e arrondissement, Sophie trouva du réconfort. Camille, 27 ans, militante assumée avec ses cheveux teints en bleu et son piercing au nez, écouta patiemment. L'amour ne devrait pas être une bataille constante. Pour la première fois, Sophie envisagea une rupture. Elles passèrent la nuit à parler, et un baiser impulsif scella une trahison. Le lendemain, rongée par la culpabilité, Sophie rentra. Émilie l'attendait, les yeux rougis. « Où étais-tu » Sophie avoua tout. Le choc fut dévastateur. Émilie, trahie à son tour, hurla, « Après tout ce que j'ai enduré pour nous ?» Sophie, en pleurs, répliqua, « Tu m'as poussé à ça avec tes mensonges. » Elles se séparèrent ce soir-là. Émilie dormant sur le canapé. Les jours suivants furent un enfer de cohabitation forcée, chacune évitant l'autre. La famille d'Émilie apprit le scandale par les journaux. Madame Leclerc appela. Hystérique, « C'est vrai ? Tu es comme ça ?» Émilie, brisée. « N'y a encore, c'est une rumeur ? » Maman. Mais le mensonge pesait comme un fardeau. Elle confronta ses propres démons, son éducation catholique l'avait conditionnée à voir l'homosexualité comme un péché. Dans un moment de clarté, elle consulta un thérapeute, explorant ses conflits internes. Sophie, elle, luttait avec sa culpabilité. Camille la pressait, « Laisse-la. Viens avec moi. » Mais Sophie aimait encore Émilie. Un soir, elle proposa une trêve, « Allons en thérapie de couple. » Émilie accepta, espérant sauver ce qui restait. Les séances révélèrent des blessures profondes, l'insécurité de Sophie, issue d'une enfance sans père, et la peur d'Émilie d'être rejetée par la société. Pourtant, les pressions extérieures persistaient. Au travail, Émilie subit des moqueries subtiles, son autorité minée. Un collègue rival répandit des ragots, visant sa promotion. Elle dut choisir, assumer ou se conformer. Un jour, lors d'une émission sur les droits LGBT,
Elle glissa une remarque personnelle, l'amour n'a pas de genre. Ce fut un petit pas, mais salué par Sophie. La réconciliation fut lente. Elles passèrent un week-end à la campagne, en Normandie. Loin de tout. Là, elles parlèrent ouvertement, pardonnant les trahisons. J'ai eu tort de te cacher, admit Émilie. Et moi de te trahir? Répondit Sophie. Leur amour renaquit. Plus fort, mais marqué par les cicatrices. Cependant, le retour à Paris ramena les défis. Madame Leclerc, suspicieuse, insista pour une visite surprise. Émilie, paniquée, demanda à Sophie de simuler une amitié platonique. Sophie accepta à contre-cœur. Mais durant le dîner, Madame Leclerc posa des questions directes. Émilie, es-tu heureuse? Pas de petite amie? Émilie, sous le regard implorant de Sophie. Tracas, maman. Je suis avec Sophie. Je l'aime. Le silence fut assourdissant. Madame Leclerc se leva. Choquée, c'est contre nature. Pense à ton âme. Monsieur Leclerc tenta de calmer. Mais le mal était fait. Ils partirent en claquant la porte, laissant Émilie effondrée. Sophie la serra dans ses bras. Tu as été courageuse. Mais le prix était élevé, les appels cessèrent. La famille se distancia. Le coming out d'Émilie à sa famille marqua un point de non-retour. Les semaines suivantes furent un mélange de libération et de deuil. Émilie, libérée du secret, se sentit plus légère. Mais le rejet parental la hantait. Elle reçut une lettre de sa mère. Nous prions pour toi. Mais nous ne pouvons accepter ce choix. Émilie pleura des nuits entières, questionnant ses décisions. Était-ce le bon choix? Sophie la soutenait. Mais sentait la responsabilité peser. Avait-elle poussé Émilie trop loin? Au travail, les répercussions furent mixtes. Certains collègues la félicitèrent pour son authenticité. D'autres la mirent à l'écart. Son producteur, pragmatique, nota une hausse d'audience parmi les jeunes. Ton histoire humanise l'écran. Émilie gagna un nouveau public, mais perdit des sponsors conservateurs. Elle devint une icône involontaire pour la communauté LGBT, invitée à des panels sur la visibilité. Sophie, encouragée, exposa une nouvelle série de toiles inspirées de leur histoire, des abstractions de cœurs brisés et réparés. L'exposition attira l'attention, et un article dans Libération mentionna leur couple. Pour la première fois, elles apparurent publiquement ensemble, main dans la main, à un événement culturel. Les applaudissements étaient libérateurs, mais les regards hostiles rappelaient les préjugés persistants. Pourtant, de nouvelles tensions émergèrent. Camille, jalouse du retour de Sophie vers Émilie, répandit des rumeurs sur leur relation toxique. Sophie, confrontée, coupa les ponts. Tu étais une amie. Pas plus. Mais le dommage était fait, des amis communs prirent parti, divisant leur cercle social. Émilie, paranoïaque, accusa Sophie de flirter encore. Peux-tu me jurer que c'était fini? Sophie, frustrée, répliqua, après tout ce qu'on a traversé. Tu doutes encore? La société française, malgré ses avancées, offrait encore des obstacles. Lors d'une interview, Émilie fut interrogée sur sa vie privée.
Comment conciliez-vous carrière et orientation sexuelle? Elle répondit avec dignité. Mais intérieurement, elle rageait contre l'intrusion. Sophie, de son côté, subit des commentaires homophobes en ligne après l'article. Elle dut renforcer leur sécurité, changeant de numéro de téléphone. Un tournant dramatique survint quand Monsieur Leclerc, le père d'Émilie, appela en secret. Ta mère est furieuse, mais je t'aime toujours. Donne-lui du temps. Émilie, émue, vit une lueur d'espoir. Elle invita ses parents à un déjeuner neutre. Sans Sophie. Madame Leclerc accepta à contre-cœur. Durant la rencontre, les tensions explosèrent. Comment as-tu pu choisir ça au lieu d'une vie normale? Émilie défendit son amour, c'est ma normale. Maman. Sophie me rend heureuse. Madame Leclerc partit en pleurs, mais promit de réfléchir. De retour, Émilie partagea avec Sophie, c'est un début. Mais Sophie, épuisée par les montagnes russes émotionnelles, confia, parfois. Je me demande si ça vaut la peine. Émilie, alarmée, promit des changements, marions-nous. Officiellement. Sophie, surprise, accepta, voyant cela comme un engagement définitif. Les préparatifs du mariage civil à la mairie du 5e arrondissement apportèrent de la joie. Elles choisirent des robes simples, invitant des amis proches. Lucas, réconcilié, offrit d'être témoin. Pourtant, la famille d'Émilie refusa d'assister. Madame Leclerc envoya un message, je ne peux pas cautionner ce péché. Le jour J, Émilie masqua sa tristesse. Mais Sophie la sentit. Le mariage fut intime et émouvant, scellant leur union devant la loi. Mais la lune de miel à Provence fut assombrie par un appel, le producteur d'Émilie la licenciait subtilement, la reléguant à des émissions secondaires. Ton profil est trop polarisant maintenant. Émilie, dévastée, vit sa carrière chuter. J'ai tout sacrifié pour nous, murmura-t-elle à Sophie. La rancœur s'installa. Émilie blâma indirectement Sophie, si tu n'avais pas poussé. Sophie, défensive, répliqua, c'était ton choix. Leur mariage, au lieu d'unir, révéla les fissures. Sophie trouva du réconfort dans son art, vendant des toiles à l'international. Émilie, en chômage partiel, sombra dans la dépression, questionnant son identité. Un soir, lors d'une dispute explosive, Émilie lança, peut-être que ce n'était pas pour moi. Tout ça. Sophie, blessée, partit chez Lucas. Là, elle réfléchit à leur choix, l'amour valait-il tous ces sacrifices? Le lendemain, elle rentra, déterminée à sauver leur union. Les mois suivant le mariage furent une épreuve de résilience pour Sophie et Émilie. Émilie, reléguée à des reportages mineurs, lutta pour reconstruire sa carrière. Elle contacta des chaînes alternatives, comme Arte, prônant la diversité. Une offre arriva, animer un podcast sur les enjeux sociétaux, incluant des thèmes LGBT. C'est un nouveau départ? Dit-elle à Sophie. Excitée. Sophie, dont la carrière artistique décollait, encouragea, utilise ta voix pour changer les choses. Pourtant, les cicatrices familiales persistaient. Madame Leclerc,
Après des mois de silence, envoya une carte, je lis tes interviews. Peut-être que je me trompe. Émilie répondit, invitant à un dialogue. La rencontre fut tendue, mais progressa. Madame Leclerc admit ses préjugés, influencée par son éducation. J'ai peur pour toi. Dans cette société. Émilie expliqua, la société change. Maman. Et Sophie est ma famille maintenant. Petit à petit. Un pont se construisit. Monsieur Leclerc facilitant. Sophie. De son côté, affronta ses propres démons. Sa trahison avec Camille la hantait. Et elle s'excusa profondément auprès d'Émilie. J'ai été faible. Émilie pardonna, nous l'avons été toutes les deux. Leur thérapie continua. Aidant à naviguer les motins haussés, était-il juste de forcer un coming out? De sacrifier une carrière pour l'amour? La société offrit des leçons amères. Lors d'un débat télévisé, Émilie défendit les droits queer, affrontant des opposants. Les menaces en ligne suivirent, mais aussi des soutiens massifs. Sophie et elle devinrent des figures inspirantes, invitées à des conférences. Pourtant, les dommages personnels étaient irréversibles, amitiés perdues, carrières altérées, cœurs marqués. Un climax final survint quand Émilie reçut une proposition pour un livre, son histoire personnelle. Ça pourrait aider d'autres? Dit-elle. Sophie hésita, mais ça expose tout. Elles décidèrent ensemble, publiant Le baiser caché, un récit brut de leur lutte. Le livre devint un best-seller, provoquant débat sur les pressions sociétales. À travers tout cela, elles grandirent. Émilie embrassa pleinement son identité, devenant activiste. Sophie, enrichie par l'expérience, créa des œuvres engagées. Leur amour, forgé dans le feu, émergea plus fort, mais conscient des coups. Pourtant, au fond, une question persistait, était-il moral de prioriser l'amour personnel au détriment des normes familiales et sociétales? Où le vrai courage réside-t-il dans le sacrifice de soi pour le bien collectif?